principalement les relations internationales et les métiers du juridique. Je pense que les métiers diplomatiques et les métiers qui ont trait aux relations internationales ont plus que jamais une importance capitale, surtout aujourd'hui, on l'a vu avec les différents changements qui ont eu lieu avec la nomination de plusieurs ambassadeurs par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. On parle d'un changement qui affecterait 70 ambassadeurs. C'est vous dire que finalement, on est vraiment sur une dynamique. Peut-être que tout à l'heure, nos différents intervenants pourront nous expliquer un petit peu qu'est-ce que cela traduit. On reviendra aussi sur les métiers, qu'est-ce qu'être aujourd'hui diplomate, quels sont les métiers justement qui ont trait à cette fonction, autant qu'ambassadeur bien évidemment, ça c'est le premier métier auquel on pense, mais il y a aussi d'autres métiers dans cette mouvance, j'ai envie de dire. Donc ça sera aussi l'occasion pour vous de découvrir ces métiers-là, de découvrir aussi les aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir exercer dans ce secteur-là, donc de la politique et la gestion de la chose publique. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Et sans plus tarder, je vous présente donc nos invités. Nous avons donc Madame Nadia Hnot, qui est la directrice par intérim de l'Académie marocaine de droit et de diplomatie. Nous avons également avec nous Monsieur Boukar Jamei, qui est ancien journaliste et qui est aujourd'hui enseignant, chercheur, enseignant notamment aux États-Unis, mais aussi et également aujourd'hui en France à Aix-en-Provence. Merci à vous de les applaudir et merci également à eux pour leur présence. Alors, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Madame Nadia Hnot, qui donc représente aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères et particulièrement l'Académie diplomatique du Royaume. Je voudrais peut-être la faire réagir dans un premier temps sur ce vaste mouvement de changement au niveau des diplomates qui a été en tout cas pour le moins annoncé, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concerne 70 ambassadeurs. C'est une première nationale, mais c'est aussi une première peut-être même mondiale. Ça s'est jamais vu. Alors, Madame Nadia Hnot, vous expliquez ça comment déjà ? Merci. Donc, par rapport à la nomination des ambassadeurs, effectivement, elle est contextualisée. Il faut dire qu'il y a 2 ou 3 ans, il n'y a pas eu de nomination déjà. Donc l'effectif, il répond également à un petit décalage. Mais vous voyez tous que l'environnement, il est tellement changeant. Il y a une émergence de questions internationales inquiétante, terrorisme, radicalisation, prolifération nucléaire. Il y a de nouvelles alliances qui se tissent, il y a de nouveaux groupements régionaux qui émergent. Il y a une mouvance donc, qui va très très vite et qu'il faudrait bien entendu rattraper. Donc, pour le Maroc, il est dans un contexte, il est un hub pour l'Afrique. Il se trouve au carrefour d'un contexte international très, très mouvant, mais également entouré par il est au centre, si on veut, de la Méditerranée, le plus proche pays de l'Europe. Il est au nord de l'Afrique, au sommet, si on veut, de point de vue géographique de l'Afrique, mais également sur le chemin entre la Méditerranée et l'Atlantique, donc entre l'Orient et entre l'Occident, entre les États-Unis et l'Amérique du Sud. Bien entendu, il est concerné par toutes les thématiques internationales. Donc, c'est là où intervient également cette nomination des ambassadeurs. La question nationale, comme vous le savez également, elle est au centre des missions des ambassadeurs. Donc, les droits de l'homme également, c'est là où on voit un peu le choix de certains profils des ambassadeurs nommés récemment. Et comme l'a dit tout à l'heure notre présentateur, donc il n'y a pas que le métier d'ambassadeur, il n'y a pas que l'ambassadeur qui défend son pays, il y a aussi les consuls
Il y a eu une première vague de nomination de consuls après l'été, en octobre, novembre. Un grand mouvement, très grand mouvement, donc d'une trentaine de consuls. C'était également la première fois qu'une trentaine de consuls est nommée d'une seule traite. Nous avons 54 consulats dans le monde et nommer 30 consuls, c'était pratiquement les 2 tiers. Cette nomination a été suivie par la nomination de jeunes vice-consuls, de jeunes cadres au consulat. Donc tout ça venait un peu suite au discours de Sa Majesté du 30 juillet. Il y avait des dysfonctionnements dans les consulats. Donc c'est dire que la chose consulaire et diplomatique, elle est vraiment au centre de la politique étrangère du Maroc. Donc par rapport à cette question, c'est ce que j'ai à dire. Vous voulez qu'on parle d'autre chose encore? Très bien. En tout cas, merci beaucoup Nadia Knout, directrice de l'Académie marocaine des études diplomatiques. Peut-être juste avant d'aborder la question des métiers qui entraient justement au métier des relations internationales, peut-être un avis de Si Boukar El-Jamri, ancien directeur du journal hebdomadaire, mais aussi professeur universitaire, sur l'état de santé, entre guillemets, j'ai envie de dire, de la diplomatie marocaine. Et juste après, on abordera bien évidemment les métiers, ce qui intéressera bien évidemment un peu plus nos étudiants, mais c'est beaucoup plus pour mettre en perspective les besoins de la diplomatie marocaine, ces failles peut-être, ou ces défaillances qui permettront de mieux apprécier la valeur de la formation que l'on doit accorder, ou la place que l'on doit accorder à la formation des futurs diplomates dans la résolution des problèmes. Je voudrais juste signaler à l'assistance que M. Rachid Belbah n'a pas pu être avec nous, il s'est désisté pour des raisons familiales, et que nous serons rejoints en cours de débat et de cette table ronde par M. Hafid Oulalou, qui est le vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. M. Boukar El-Jamri. D'abord, j'aimerais effectivement dire mon accord avec ce que vient d'être dit par Madame Knout sur la dimension internationale du Maroc en tant que pays. Géographiquement, nous sommes au confluent de 2 continents majeurs, de plusieurs sphères civilisationnelles, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes au carrefour de beaucoup de voies commerciales, et historiquement nous avons été un pays aussi de passage. Nous le sommes aussi aujourd'hui. La dimension internationale du Maroc est aujourd'hui évidente pour des raisons positives, mais aussi des raisons moins positives. Des raisons positives parce que effectivement le choix a été fait depuis des décennies maintenant de l'ouverture sur le monde. Que cette ouverture s'est faite petit à petit, que ce soit d'un point de vue de circulation donc des citoyens ou de marchandises. Et je pense que c'est une direction qui est au bénéfice de ce pays. Nous sommes aussi nous sommes aussi quelque part victime aussi de notre situation géographique, puisque en plus de l'immigration clandestine maroco-marocaine, nous sommes un lieu de passage pour l'immigration clandestine subsaharienne, avec un désavantage majeur, c'est que nous n'avons pas de frontières naturelles avec ces pays-là. Et donc il est très injuste, disons, pour le Maroc, de ce point de vue-là, d'être critiqué notamment par l'Union européenne pour être ce lieu de passage, parce que ça demande des ressources et qu'il y a un effet d'appel de la part de l'Europe, et que le Maroc ne peut pas à lui seul supporter le coût donc de ces frontières qui doivent être érigées pour éviter cette immigration. D'un point de vue négatif, c'est que vous l'avez sans doute remarqué, mais à chaque fois qu'il y a ces récents mois, qu'il y a des attentats, c'est généralement des binationaux marocains, franco-marocains, etc. Donc nous avons un sérieux problème de ce point de vue-là, et que nous sommes condamnés en tant que pays de collaborer avec les pays européens pour essayer de trouver une solution. Alors je ne dis pas que c'est un problème maroco-marocain, puisque l'écrasante majorité de ces terroristes sont nés et ont grandi en France, et que donc de ce point de vue-là on peut dire que c'est la résultante
d'une situation qui n'est pas nécessairement marocaine, mais quand même, le Maroc est un des plus grands pourvoyeurs de militants de Daesh, après la Tunisie et la Jordanie, dans le monde arabe, je veux dire, qui fait que nous avons une responsabilité de ce point de vue-là, bien évidemment. Maintenant, par rapport à la dernière vague de nominations, je ne suis pas aussi positif dans mon évaluation parce qu'il faut toujours se méfier des effets d'annonce et de ces décisions générales et massives. Parce que généralement, un système qui est correctement géré est un système qui n'a pas besoin de ce type de vague. Pourquoi ? Parce que ça s'arrange au jour le jour. On ne peut pas croire que tous ces pays, 70 pays, ont eu besoin qu'on change notre ambassadeur, que tous les ambassadeurs qu'il y avait avant sont arrivés, j'allais dire, à échéance le même jour, la même année, la même heure. Donc ces effets d'annonce de on nomme 70 personnes en même temps, etc., généralement me laissent un petit peu inquiet sur la qualité de gestion de notre diplomatie, parce que normalement les changements doivent se faire au fur et à mesure, au cas par cas, etc., etc. L'aspect d'avoir des militants des droits de l'homme, évidemment, est très discutable, parce que si vous demandez aux militants des droits de l'homme marocains et aux associations des droits de l'homme marocaines aujourd'hui qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus internationalement, comme l'Association marocaine des droits de l'homme par exemple, ceux qui ont été nommés ne sont pas exactement considérés comme des parangons de la militance des droits de l'homme aujourd'hui. Ils l'ont peut-être été à une certaine époque, mais ils ont pris des orientations politiques qui ne vont pas dans le sens, en tous les cas, pour ces autres militants des droits de l'homme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a débat là-dessus. C'est-à-dire de dire que c'est une politique du pays d'avoir des militants des droits de l'homme comme diplomates est une assertion qui est au moins sujette à caution pour les raisons que je viens d'énoncer. Troisièmement, combien même vous avez les meilleurs. Et je trouve, par ailleurs, je ne pense pas que ça pose problème, je crois que ça a été bien dit, que les ambassadeurs ne sont pas des diplomates professionnels. Ça existe partout et ça remplit des fonctions, même parfois intéressantes, d'avoir une variété de carrières dans la diplomatie, du moment que vous avez une administration centrale, que ces nominations-là sont entourées d'une expertise en diplomatie, donc de gens dont c'est le métier. Donc là n'est pas le problème. Et ce n'est pas un problème d'avoir des gens qui ne sont pas nécessairement des experts de la diplomatie comme diplomates ou comme ambassadeurs. Par contre, là où il peut y avoir un petit problème, c'est la cohérence de la politique générale. Vous pouvez nommer les meilleurs diplomates du monde, si le Maroc n'a pas une attitude cohérente par rapport à tous les problèmes que nous venons d'énoncer, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Et puisqu'on a parlé de la cause nationale, qui est la cause du Sahara, le Maroc est quelque part dans une sorte d'incohérence, puisque même si on peut considérer qu'il y a un consensus sur la marocanité du Sahara, malheureusement ce consensus contamine un autre consensus qui lui ne doit pas exister, qui est celui de la gestion du dossier du Sahara. Car je pense que la façon dont le dossier est géré doit être objet de débat, or ce n'est pas le cas. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut sortir un certain nombre de sujets qui concernent le Sahara, où il y a eu mauvaise gestion, où il y a eu des erreurs même assez sérieuses de la part du pouvoir politique marocain, qui n'ont pas pu être discutées parce qu'on ne nous le permet pas, parce que nous ne sommes pas... Évidemment, vous pouvez le dire, mais vous en payez le prix. Il est très difficile aujourd'hui de contester la façon dont le dossier est géré, combien même on part du postulat que le Sahara est marocain. D'autant plus qu'il y a une espèce de contradiction quand je parlais de cohérence dans notre approche, c'est que le Maroc n'est pas la Corée du Nord. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire au monde, nous avons des missiles et nous avons la bombe atomique et on fait ce qu'on veut et on ne demande pas votre assentiment. C'est pas ça le Maroc. Et c'est heureusement que c'est pas la Corée du Nord. Le Maroc est un pays ouvert. Le Maroc a dit à la communauté internationale, et ça il faut bien le comprendre, vous les jeunes, quand on vous parle de l'affaire du Sahara, il faut bien comprendre cette attitude, on a dit à la communauté internationale, s'il vous plaît, reconnaissez notre souveraineté sur le Sahara. On n'a pas dit à la communauté internationale, le Sahara est marocain, ce n'est même pas la peine de nous en parler. Non, nous sommes devant je crois la 6e commission, ou la 7e, je les confonds, aux Nations Unies, et nous voulons que la communauté internationale reconnaisse notre souveraineté que nous considérons comme étant légitime, qui est basée sur l'histoire, sur tout ce qu'on veut, sur le Sahara. Or, lorsqu'on est en demande de cette acceptation de souveraineté, parce que c'est le cas, on peut dire ce qu'on veut, les discours politiques de Dielna, etc., c'est très bien, mais la réalité en termes de droit international, c'est que nous sommes en demande de la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Il y a un certain nombre de comportements à avoir ou ne pas avoir. Or, il n'est pas du tout clair que le Maroc, justement, de ce point de vue-là, ait une attitude cohérente. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Siboucar Jamri, professeur universitaire, pour votre intervention. Je voudrais donner la parole pour compléter le tour de table à monsieur Oulalou, vice-président de l'IMRI, mais vraiment en 3 minutes, pas plus, pour passer par la suite au métier. Votre radioscopie, entre guillemets, si l'on peut dire, de la diplomatie marocaine, de son œuvre, de ses points forts, de ses points faibles, en finalement une sorte de matrice SWOT aujourd'hui, s'il fallait en faire une pour mieux appréhender, on va dire, les questions ou la question de notre diplomatie marocaine. Par la suite, comme je vous l'ai dit, on parlera donc des métiers. Merci, chers amis étudiantes. Pour la première fois, je vous rends visite. Je m'excuse de ce petit retard parce que j'étais un peu perdu dans la circulation venant de Rabat. Et ça n'a pas été facile de trouver le lycée. Tout d'abord, merci à Simedi, merci à M. Andalousi, directeur général groupe El Bilia. Et c'est tout un plaisir pour moi de participer à ce débat sur la diplomatie, les relations internationales. Avant de commencer, je voudrais quand même, à cette occasion, de rendre hommage à un grand savant, un grand militant, un grand historien marocain, Feu Abdelhadi Tazi, décédé au mois d'avril de l'année dernière et qui était vraiment quelqu'un de passionné par les relations internationales, par la diplomatie marocaine, puisque c'était une encyclopédie ambulante et il a donné beaucoup à ce pays. Il a fait connaître le Maroc à l'étranger et certainement nous avons perdu un grand personnage de la diplomatie marocaine. Juste quand on essaie d'être rapide, oui, sur ce volet-là pour passer au métier, s'il vous plaît, qui s'ouvre aux jeunes et aux futurs justement jeunes qui vont s'orienter ou qui veulent s'orienter vers ces métiers. Je ne sais pas si les relations internationales, c'est un métier. Peut-être pour certains qui veulent avoir un diplôme et gagner leur vie dans cette vocation. Mais pour moi, en tant que pharmacien, d'abord, j'étais passionné par les relations internationales, par la géopolitique et aussi par la diplomatie parallèle. Ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, c'est la diplomatie parlementaire, culturelle, politique, syndicale, des think tanks, comme l'Institut marocain des relations internationales dont j'assure la vice-présidente. Je pense que parler de la diplomatie marocaine en 2-3 minutes, c'est vraiment un sport qui n'est pas aisé. Et je pense que le Maroc est un carrefour, une plateforme avec une situation géostratégique exceptionnelle entre l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, vision atlantique, mais un Maroc qui a connu des événements historiques très importants et que déjà, si on fait un tour de table sur les anciens ambassadeurs qui ont sillonné le monde et qui étaient à l'origine des relations diplomatiques entre le Maroc et les autres pays comme l'Angleterre, la France, l'Italie, les États-Unis, vraiment une diplomatie très riche. Mais actuellement, nous sommes portés sur d'autres priorités, comme ça a été dit par notre ami, la question nationale, c'est-à-dire la question de notre intégrité territoriale, les échanges avec l'Union européenne, l'intérêt qu'a apporté Sa Majesté et qu'a apporté la diplomatie marocaine sur le continent africain, le monde arabe avec la question palestinienne, nos relations avec les États-Unis et ce qui se passe actuellement autour du Maroc, la Méditerranée, l'immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme et les sujets ne manquent pas. Donc la géopolitique nous fait vivre ces événements qui nous intéressent nous en tant qu'Institut international des relations internationales et qui certainement pour vos étudiants vous serez confrontés à ce genre de conflits internationaux pour comprendre ce qui se passe
étant donné que tous les conflits qui sont au niveau international ont un impact direct sur notre situation interne. Je voudrais... un exemple, c'est le terrorisme, et vous savez qu'il a un impact direct sur notre sécurité, sur la sécurité de toute la région, sur les relations de coopération avec les autres pays dans ce domaine. Mais si on prend aussi la crise économique et financière 2008, elle a certainement un impact sur notre économie, sur notre commerce extérieur, sur notre déficit commercial, sur l'attractivité du Maroc concernant les investissements étrangers, mais aussi sur l'emploi pour les jeunes qui, sans croissance, sans investissement, il est très difficile de produire des emplois pour les jeunes, surtout les jeunes diplômés. Très bien. Je pense que si vous avez choisi les relations internationales, c'est un monde, vraiment c'est un chantier, et c'est une opportunité pour comprendre le monde, pour avoir une vision du monde et pour essayer de comprendre ces événements qui, malheureusement, dans la plupart des cas, sont des cas complexes, et il faut avoir tous les éléments pour les analyser, pour les comprendre, les appréhender. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes intarissable, Monsieur Ouelalou, sur la question. Je voudrais me tourner à présent vers Nadia Hnout, directrice par intérim de l'Académie marocaine des études diplomatiques, pour nous parler essentiellement des formations existantes aujourd'hui. Pour quels métiers, quels sont les différents métiers qui peuvent intéresser les étudiants qui veulent se consacrer au métier des relations internationales, et puis aussi quelles sont les aptitudes à avoir pour pouvoir exercer dans ce domaine. Merci. Donc, juste un mot par rapport à l'Académie marocaine des études diplomatiques, l'Académie al-Maghribi للدراسات الدبلوماسية. Elle forme les jeunes diplomates après recrutement. يعني من بعد ما كيلتحقوا بالوزاره، من بعد ما كتدوز مباراه ديال الالتحاق بالوزاره، عاد تيدوزوا الاكاديميه. يعني ماشي بالباك vous présentez votre dossier, vous passez à l'académie. Donc c'est après des études supérieures de qualité que vous passerez le concours du ministère des Affaires étrangères, et c'est là que la jeune recrue passe à l'académie diplomatique pour une formation d'une année. Cette académie, elle a été créée en 2011. L'ambition de la créer existait depuis plusieurs années. Il y avait un centre de formation, mais là, on est passé à la vitesse supérieure d'avoir une académie en bonne et due forme à l'image de tout ce qui se fait à l'international. La formation, le recrutement d'abord, puisqu'on parle des métiers et des études. Donc les recrutements, c'est essentiellement des juristes et des économistes. Je dirais 90% تقريبا. Relations internationales, Sciences Po, droit international, économie, gestion. Donc هاد الدراسات 90% تقريبا. Le reste, c'est la communication, les ressources humaines et tout le support, si on veut. Donc ça reflète un peu ce qui se passe à l'intérieur du ministère. Donc il y a les métiers des chargés de dossiers, dossiers bilatéral, dossiers multilatéral, les questions globales, les questions consulaires, les questions sociales, etc. Et il y a tout ce qui supporte le reste. Il y a la communication, il y a le protocole, il y a les ressources humaines qui sont derrière, il y a les affaires financières et le budget. Donc c'est un peu le panorama de ce qui se fait au ministère pour le recrutement. Donc, pour ce qui est des matières et des modules qui sont enseignés à l'académie, l'objectif, comme il y a un recrutement un peu ciblé et quand même avec des backgrounds différents, donc il faudrait ramener tout ce beau monde à un niveau opérationnel. يعني ملي يلتحقوا بالوزاره بالمديريات ديالهم يكون عندهم واحد النسبه من المستوى ديال التكوين الدبلوماسي.
ديال الفكرة من الأكاديمية. Donc les modules, c'est un peu remettre un peu les concepts en relations internationales, droit international, économie, etc. Fixer ces concepts et greffer des modules pratiques de diplomatie, d'approche diplomatique, d'analyse diplomatique, d'analyse du discours, de communication. Un diplomate, il communique tout le temps, il négocie tout le temps. Donc, c'est des ateliers pratiques en petits groupes de communication, de négociation, de médiation, de protocole, etc. Le tout agrémenté par des conférences avec des visiteurs de haut niveau qui débattent avec les étudiants ou les cadres recrutés. Des visites sont également organisées au sein des organisations internationales qui se trouvent à Rabat ou à Casablanca, ou bien les institutions marocaines, le Parlement, l'Union européenne, les institutions économiques, les institutions, enfin les grands chantiers du Maroc. Donc c'est pour connaître un peu ces grands chantiers que ces visites sont organisées. Donc sur les aptitudes à avoir justement pour pouvoir exercer dans les métiers justement des relations internationales et les métiers du juridique, pour vous, ça serait lesquels s'il fallait orienter les élèves qui voudraient par la suite s'adonner à ces métiers-là? C'est quoi les aptitudes, j'ai presque envie de dire professionnelles et humaines surtout? Alors justement, pourquoi ne pas recruter un médecin aux affaires étrangères? Ça peut se faire, ça se fait dans les autres pays, chez nous ça ne se fait pas, mais à mon avis ça peut se faire. Donc c'est plus les aptitudes dont on a besoin, ça se fait ailleurs. Oui. Non, oui, après, ambassadeur, mais pour commencer dans le ministère, donc au Royaume-Uni ça se fait dès la rentrée, un médecin peut se présenter au concours, il y a un concours de préparation, chez nous ça ne se fait pas. Bon, ça va venir peut-être. Donc l'essentiel à retenir de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un potentiel. Il faut que la personne ait un potentiel de communication, de négociation, de posture peut-être, de débat, d'ouverture d'esprit, c'est important. Donc il y a des qualités qu'il faudrait posséder. Il y a aussi avoir des qualités des réflexes peut-être de veille et de vigilance. Donc la veille c'est très important, اليقظة يعني تكون متبع وعلى علم كل ما يجول في المجال العلاقات الدولية. Donc je parlais de veille, il faut être également anticipatif et pas plutôt réactif, donc il faut anticiper les menaces et les risques. Donc c'est plus un potentiel, mais bien entendu des études d'excellence. Pourquoi le Jamaïque? Peut-être toujours par rapport aux études possibles et aux aptitudes à avoir à la fois personnelles et professionnelles pour ces métiers des relations internationales. Généralement, lorsque vous faites des études de relations internationales, bon, vous avez ce qu'on appelle le cours commun, si vous voulez, qui sont les théories des relations internationales, l'histoire généralement du monde, etc., l'histoire diplomatique du monde. Donc vous avez vous avez donc un corps un curriculum qui est commun. Puis ce qui se passe par la suite, c'est que vous avez deux types de spécialisation. Vous avez un type de spécialisation, disons, par secteur, soit vous faites de l'économie, soit vous faites de la sécurité internationale, etc., ou régionale, avec une spécialisation soit sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, etc. Et vous allez voir que tous les programmes de relations internationales, généralement au niveau premier cycle et même parfois au niveau master, suivent cette configuration-là. Donc voilà, si vous voulez, l'architecture en règle générale des études en relations internationales. Et ce sont des études qui, par définition, sont multidisciplinaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des études de relations internationales doit être quelqu'un qui doit avoir des compétences quantitatives,
quelqu'un qui doit savoir, qui doit avoir un minimum. L'économie, par exemple, fait partie des cours de base d'un diplomate. Comment aujourd'hui être diplomate ou travailler dans les relations internationales si vous n'avez pas un minimum de compréhension du fonctionnement de l'économie internationale. Donc vous avez besoin de ces bases-là. La sécurité, bien évidemment. Les langues, donc qui disent quelque chose sur votre ouverture, et c'est une quasi-obligation aujourd'hui, et même, enfin, pas seulement en relations internationales, mais dans un certain nombre de sujets par ailleurs. Donc voilà, si vous voulez, en règle générale, l'architecture des études en relations internationales. Alors, pour ce qui est des aptitudes, je crois que vous avez une réponse qui était très complète, à laquelle je n'ai rien à ajouter, effectivement. Enfin, l'ouverture d'esprit, etc., tout a été très bien dit. Maintenant, en termes de débouchés, ce sont des débouchés, justement parce que ce sont des études multidisciplinaires, ça ouvre des débouchés qui sont très larges. Vous pouvez travailler dans la diplomatie, et je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a une professionnalisation de la formation de la diplomatie, parce que c'est un signe de modernisation de la gouvernance, par opposition aux nominations politiques, etc. Ça peut vous qualifier pour travailler dans les organismes internationaux et même les organismes internationaux non gouvernementaux, qui aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus important. Ça vous qualifie pour travailler pour des grandes entreprises internationales aussi. Il y a un besoin, il y a une compréhension du monde qui est très particulière. Pour préparer pour la conférence aujourd'hui, j'essayais de voir ce qu'il y avait dans l'actualité qui pouvait avoir un lien avec le sujet. Et comme je suis sûr que vous avez tous des pages Facebook, n'est-ce pas? Bon. Donc vous connaissez Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Le fondateur de Facebook a lancé une initiative en Inde, parce qu'évidemment l'Inde et la Chine et l'Inde aussi sont des marchés qui sont qui font l'objet de beaucoup de convoitises. Et l'idée derrière donc la stratégie de Facebook, c'est d'offrir Internet. C'est que si vous utilisez un certain nombre d'applications, vous avez l'accès à Internet gratuitement. Alors le problème, c'est qu'il y a eu un backlash, c'est qu'il y a eu un retour de bâton, et le gouvernement indien vient de décider de fermer ce nouveau service qui est offert par Facebook et qui aurait dû être accepté puisque c'est la gratuité, c'est permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer Internet d'avoir accès à Internet. Et l'article que je lisais ce matin disait, la dernière ligne de l'article, la dernière phrase de l'article, c'était « Monsieur Zuckerberg aurait dû passer moins de temps à apprendre à faire des algorithmes qu'à connaître l'histoire du monde. » Parce que s'il avait connu l'histoire du monde, il aurait su que la rhétorique qu'il a utilisée pour utiliser ce service, c'était exactement la rhétorique du colonialisme britannique. Nous vous apportons la civilisation, c'est pour votre bien, etc., avec un motif de profit derrière qui n'est pas dit de façon ouverte. Et quand on connaît l'histoire de l'Inde, quand on connaît l'histoire de la Compagnie des Indes orientales qui a été le bras armé de la colonisation en Inde, on peut comprendre, s'il avait eu cette connaissance-là, s'il avait eu cette sensibilité-là, il aurait compris que le message qu'il avait utilisé n'était pas le bon message. Et donc voilà, donc ça vous montre de façon ça illustre de façon très précise comment la méconnaissance du monde peut parfois vous mener à des problèmes avec les meilleures intentions du monde. Et donc voilà, donc même le secteur privé international est en demande de gens qui ont une connaissance holistique, plus générale, des relations internationales, donc dans leur dimension politique, dans leur dimension historique et dans leur dimension économique. Très bien, pour ne pas faire languir la salle, peut-être est-ce que quelques courageux d'entre vous ont des questions à poser à nos différents intervenants sur ces métiers? Est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse pour commencer peut-être? Monsieur, peut-être? Alors bonjour. Oui, s'il vous plaît, ma question. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Voilà. Alors, je suis bachelier au lycée Edwilia même, et j'ai 17 ans. Et ma question ne porte pas exactement sur le sujet, juste vu que personne ne veut poser une question, ce que je vois, et comme on a un ancien étudiant de Harvard et Oxford, je voudrais juste savoir si c'est possible de connaître les procédures pour avoir accès aux universités anglophones. Voilà, merci. Donc la question est dirigée à M. Boubkar El-Jabri. Allez-y. Oui, c'est pas parce que j'y étais que je suis expert dans la façon d'y accéder. C'est suffisamment rare d'avoir un Marocain qui a fait les deux, Oxford et Harvard. Mais je suis arrivé de façon un peu oblique, disons. Je ne suis pas passé par les procédures normales puisque j'ai fait ça tard dans ma vie. Je ne l'ai pas fait à votre âge.
Mais généralement, si vous voulez, ce qu'il y a, en fait, vous avez un avantage. L'avantage que vous avez est un avantage, j'allais dire, statistique démographique. C'est qu'il y a une demande de jeunes, surtout jeunes filles, du monde arabo-berbéro-musulman, en fait, de cette région du monde. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les systèmes d'accès à ces universités ne sont pas standardisés. C'est-à-dire qu'il y a une étude individuelle de chaque dossier. Et ils essayent de trouver justement l'individualité dans chaque dossier. Contrairement à d'autres systèmes où c'est très standard, où généralement parfois c'est une question de notes, etc. Le système de sélection se fait beaucoup sur des éléments qui peuvent paraître au Maroc comme étant pas très sérieux. Par exemple, les activités extrascolaires sont prises très au sérieux dans ces systèmes-là. Parce qu'elles renseignent l'université sur vos aptitudes, sur la capacité, par exemple, si vous jouez d'un instrument, ce que ça dit à celui qui va vous recruter dans cette université, c'est que vous avez la discipline pour apprendre un instrument. Si vous êtes un sportif sérieux, ça dit votre discipline, ça dit que vous vous réveillez tôt le matin pour aller faire du footing, ça c'est important en termes d'autodiscipline, etc. Et ils essayent de trouver des caractères originaux, des gens qui ne sont pas que sur les études, les bonnes notes, etc. Même si ça joue, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important. Donc il faut avoir de bonnes notes, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a une recherche là encore, il y a une vision holistique de la personne. On ne voit pas que celui qui a les notes, on voit la personne, parce que le but, il faut bien comprendre, il y a aussi une logique commerciale derrière. C'est que si vous intégrez ces universités-là, quand vous allez sortir, vous allez avoir la marque de ces universités-là, vous allez la porter. Et donc eux, ils veulent s'assurer que vous allez bien la porter, cette marque. Parce que c'est exactement cela que ces universités vivent. Donc il n'y a pas d'abord, ça dépend de quel type d'études. Hein, le système de sélection pour un jeune qui sort du bac et qui veut intégrer une université américaine en première année, il y a un système de sélection qui diffère de celui qui a fini son premier cycle et qui veut intégrer un master, par exemple. Ce ne sont pas exactement les mêmes critères. Mais la logique, c'est véritablement c'est la singularité. Donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, évidemment, il faut avoir de bonnes notes, mais aussi vous êtes un candidat qui n'est pas qu'un candidat académique. Vous êtes perçu comme un candidat qui est au-delà de l'académique, qui vous êtes en tant que personne. Et encore une fois, il y a une demande pour des jeunes qui viennent de la région, parce qu'il y a une vraie tentative de diversification du corps estudiantin, parce qu'un des éléments de succès de cette université, c'est la diversité du corps estudiantin. C'est pour ça, c'est pas quelque chose qui est très admise, notamment en France, etc. Mais il y a cette idée de ce qu'ils appellent affirmative action, c'est-à-dire les quotas, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un quota de jeunes qui arrivent qui sont d'origine mexicaine, qui sont noirs américains, etc., pour avoir cette diversité-là. Je sais par exemple, j'ai passé une année à Yale, et Yale ont mis en place, je ne sais pas si vous le savez, mais à Yale, vous pouvez avoir un financement complet. Et vous savez que les sélections dans les grandes universités américaines, même les plus sélectives, je ne suis pas en train de vous dire vous allez déposer votre dossier, ils vont vous prendre, hein, c'est très compliqué d'y accéder. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que le système de sélection est ce qu'ils appellent financially blind, c'est-à-dire qu'au moment de vous sélectionner, il ne se pose pas la question est-ce que vous êtes capable de payer vos études ou pas, parce que c'est très cher entre guillemets. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étudient le dossier et qu'ils considèrent que vous avez un profil intéressant, ils évaluent à quel point vous êtes intéressant. Et si vous êtes très intéressant, ils vont vous offrir la scolarité. Et à Yale, il y a quelques années, ils ont décidé, ils ne le faisaient pas pour les étudiants non américains. Aujourd'hui, à Yale, ils offrent un financement total pour les étudiants non américains. Et c'est le cas, je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres universités. Et encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si vous avez été présent à la première séance dans laquelle j'ai intervenu à 13h. Les plus grandes universités ne sont pas des universités entre guillemets professionnelles ou vocationnelles, c'est-à-dire c'est pas pour faire de l'ingénierie ou pour faire, même quand vous entendez parler de MIT, etc., c'est des liberal arts colleges, c'est-à-dire que quand vous intégrez ces universités, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes en fait obligé durant les 2 premières années à faire beaucoup de choses, à faire des maths, de la philosophie, peut-être du théâtre, etc., etc. Et donc voilà. Et puis après, vous avez un début de spécialisation dans les 2 dernières années, et puis la vraie spécialisation se fait en fait ce qui est équivalent chez nous du 3e cycle. Alors peut-être, Madame Pilote. Ouais. S'il vous plaît. Voilà, pardon. Donc pour continuer sur la réponse de CGMA,
On commence à voir ces dernières années des centres de formation au Maroc qui préparent à l'accès à ces universités américaines. Bien sûr, après les horaires des études. Donc, ils travaillent et la langue et c'est la façon d'appréhender les concours et ils apprennent également aux participants, aux candidats, comment chercher ou trouver ces bourses. Comment faire du volontariat, comment élargir le spectre des activités extrascolaires. Et ça commence bien avant l'année de terminale, c'est-à-dire la première année du lycée où il faut s'inscrire un peu plus tôt, la première année ou la deuxième année pour un peu avoir le temps de bien se préparer. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir, qui voudraient poser des questions? Mademoiselle? Donc c'est Salma Al-Daji d'El-Bilia, lycée El-Bilia. Ma question est la suivante. Donc si on veut faire, est-ce qu'on a plutôt un avenir assuré si on fait la science politique au Maroc, malgré les contraintes d'une mauvaise gouvernance? De mauvaise gouvernance à quel niveau? Peut-être on sera en chômage après. Parce que si on fait la science politique au Maroc, on n'a pas plutôt... C'est ce qu'on dit toujours, on n'a pas plutôt... Alors, vous choisissez à qui vous voulez poser la question, peut-être. Peu importe. Peu importe, très bien. Alors, monsieur, peut-être Oulalou, vice-président de l'IMRI. Oulalou, pardon. C'est ce que j'avais dit au début. Les relations internationales, ce n'est pas un métier à 100%. Il faut être passionné, il faut avoir cette passion de s'intéresser à ces événements internationaux, aux conflits, avoir une vision du monde et pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez soi. Je pense qu'il faut s'intéresser d'abord. Personnellement, j'avais assisté au premier congrès international, c'était en octobre 1980, c'était à Bamako, au Mali. Je suis engagé politique et je faisais les relations internationales. Donc c'était pour moi la première expérience, c'est là où j'avais le premier contact avec le Polisario. Depuis plusieurs congrès, dépassant les 55 congrès internationaux un peu partout dans le monde, toujours sur le Sahara, la question palestinienne, la sécurité et la solidarité. C'est vrai, avoir un diplôme des relations internationales, je pense que ça ouvre plus de perspectives que pour les autres spécialités. Vous avez le droit international, vous avez les organismes internationaux, tout ce qui est FAO, UNICEF, OMS, OMC, la Banque mondiale, le FMI, tout ça, l'UNESCO. Vous avez tellement de chances d'avoir un poste et malheureusement, le Maroc n'est pas très présent dans ces organismes internationaux. C'est ce qu'on remarque. Il y a plus de Tunisiens, il y a plus de Palestiniens, d'Égyptiens, de Libanais, mais pas beaucoup de Marocains dans ces organismes internationaux qui jouent un rôle très important dans le lobbying au niveau international et aussi dans le traitement des dossiers internationaux. C'est pour cela que juste après la nomination de ces ambassadeurs dernièrement par Sa Majesté, le débat a été ouvert. Est-ce qu'on a besoin d'un diplomate professionnel ou un diplomate militant ? Je pense que si on peut être un professionnel et un militant, ça serait mieux. Tant mieux parce que au niveau international, et moi j'ai côtoyé beaucoup les Algériens qui défendent leur thèse, ce sont surtout des militants du FLN. Le FLN, c'est le parti dominant en Algérie, avec toute l'idéologie que vous connaissez. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui domine cette idéologie, ce discours politique, de démocratie, des droits de l'homme, d'autodétermination des peuples, etc., vous ne pouvez pas avoir vraiment un impact sur le débat. Et je pense que le futur diplomate, comme le futur diplômé des Sciences Po, il doit avoir une formation pluridisciplinaire comme un infirmier. Il doit tout savoir. Et ce qui se passe dans le monde et aussi la situation interne
sur le plan économique, social, culturel, etc. Donc je pense qu'avec un diplôme de Sciences Po, si vous intégrez une école de relations internationales comme l'école de Paris qui a été fondée par Raymond Barre en 1998 et qui s'intéresse surtout à l'information stratégique, à tout ce qui est sécurité, défense et droit international, vous aurez plus de chances de trouver une place dans ces organismes internationaux, en plus de la diplomatie. Si vous intégrez l'académie de la diplomatie, j'avais l'honneur de participer à la formation des jeunes diplomates au Maroc. Avec M. Kardoudi, qui est donc le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. D'autres questions peut-être au niveau de la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors allez-y, oui, monsieur. Pourquoi je sens dans votre question une mesure de désespoir. Ne soyez pas désespérés. Parce que quelle que soit la critique qu'on peut avoir par rapport à la gouvernance au Maroc, au contraire, si vous avez une vision critique, vous devriez avoir encore plus de motivation pour vous former, pour essayer de jouer un rôle. Je ne dis pas que c'est facile, mais que c'est important. Et dites-vous aussi que combien même on peut être critique vis-à-vis du fonctionnement de l'État, cela n'empêche qu'il y a des personnes de très grande valeur qui travaillent pour cet État. Et que donc tout n'est pas fermé non plus. Et je vous dis ça parce qu'il est important que vous engagez. N'abandonnez pas vos idéaux, mais engagez-vous. Ça veut dire que vous êtes prêt à payer un certain prix. Il faut le payer, c'est comme ça qu'on... pour moi, c'est ça le vrai patriotisme, le vrai attachement. Ce n'est pas de hurler avec les loups et de dire ce qu'on vous dit de dire. C'est de considérer qu'il y a une autre façon de voir les choses et de la proposer à vos concitoyens, de trouver un moyen de la proposer. Et les études de sciences politiques, de la même façon que les études de relations internationales sont pluridisciplinaires, les études de sciences politiques sont pluridisciplinaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, elles vous qualifient pour faire beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant lorsque vous faites des études de sciences politiques, c'est que vous étudiez de la philosophie, vous étudiez en fait un certain nombre de matières qui vous permettent de mieux réfléchir, de mieux structurer votre pensée. Et en réalité, c'est ce qui est le plus important lorsque vous êtes sur le marché du travail. Parce qu'en réalité, les techniques s'apprennent, s'automatisent et s'apprennent. Et donc, non, si vous vous intéressez à la science politique, il y a des débouchés très intéressants. Et puis, évidemment, ça dépend de votre talent individuel, ça dépend de la qualité de l'enseignement, ça dépend de vous, comment vous allez exploiter cet enseignement. Mais surtout, il ne faut pas désespérer. Hein. Bien au contraire, c'est un challenge qui est intéressant et dans lequel il faut s'investir. Il faut s'investir, mais en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, est-ce qu'il y a vraiment pléthore d'écoles aujourd'hui au sortir du bac pour pouvoir justement s'inscrire dans une formation de sciences politiques et de relations internationales? Là, c'est un grand point d'interrogation parce que l'académie diplomatique, c'est une fois que vous êtes embauché, donc ça suppose que ce sont, il me semble, des bac plus 4 ou bac plus 5. Là, ce qui est intéressant par rapport aux bacheliers qui sont avec nous aujourd'hui, c'est de savoir, c'est juste après le bac, si moi j'ai mon baccalauréat et j'ai envie de m'inscrire dans cette logique-là de métier des relations internationales, je fais quoi concrètement? Peut-être Monsieur Ouelalo. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un choix énorme qui s'offre à nos futurs bacheliers? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a tellement de débouchés, d'opportunités. Non, pas les débouchés, je ne parle pas des débouchés, je parle de formation. D'abord de formation. Est-ce que vraiment on a aujourd'hui ce qu'il faut pour... Nous avons nos facultés de droit, nos universités marocaines, l'université de Rabat Salé internationale, qui est aussi très intéressante et qui a vraiment des relations très importantes avec les universités françaises et autres. Et je pense qu'il y a des possibilités d'avoir une formation très poussée dans les relations internationales. Et aussi, je pense qu'il y a des passerelles entre Sciences Po, relations internationales, économie, gestion, finance internationale. Tout ça, c'est un monde qui nous attend. Hein. Et comme je l'avais dit, nous manquons beaucoup de cadres dans ces organismes internationaux qui dépendent des Nations Unies, par exemple, en plus de la diplomatie. Donc, les possibilités de formation sont là, au Maroc comme en France ou ailleurs. Il faut y croire, et il faut être passionné, et il faut anticiper et croire à cette nouvelle carrière, de faire l'international, parce que c'est vraiment très riche.
On est vraiment... Nadia El-Hanout, directrice par intérim de l'Académie diplomatique du Maroc, par rapport justement aux études post-bac, hein, c'est-à-dire directement après le bac, aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent en termes de formation déjà? Rien que formation, parce que votre académie, vous l'avez bien expliqué, il me semble tout à l'heure, c'est pour ceux qui sont déjà recrutés, donc on est sur des 24, 25 ans, des gens qui ont déjà un certain parcours académique derrière eux. Donc, je l'avais dit un petit peu au début, c'est Sciences Po, bien sûr, c'est très apprécié, très demandé par le ministère déjà. La relation internationale, évidemment, l'économie et la gestion, donc finalement, ça se rejoint quelque part. Pour vous donner quelques chiffres, nous allons recruter cette année autour de 60 cadres. Donc, nous avons reçu 200 demandes, 60, c'est bien, vous avez toutes vos chances, donc il faut juste exceller et puis se singulariser. Il a dit si jamais tout à l'heure, même pour nous, il y a un oral, donc il faudrait montrer quelle est votre valeur ajoutée pour le ministère, pour la diplomatie. Donc là, c'est un point très très important. Donc, Sciences Po a toute sa place au ministère. L'année dernière, c'était 30 places. L'année d'avant, c'était 54. Et il y a 4 ans, c'était 100 cadres qu'on a recrutés, dont la moitié, c'était entre Sciences Po et... plus que la moitié entre Sciences Po et Relations internationales. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Non? Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous demanderai donc d'applaudir et de remercier à votre tour peut-être les intervenants. Merci beaucoup, Madame Hanout, et merci à Monsieur Boukajami. Merci également à Monsieur Hafid Oulalou, donc de l'IMRI. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci à nos étudiants aussi. Merci.